Bonne année. J'espère que vous aurez cette année tout ce que vous souhaitez, que vous allez tenir les résolutions que vous vous êtes fixées, que ça ne va pas durer qu'une semaine, on les connaît celles-là. Dans cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de remettre le couvert et de faire ce que j'ai fait à la fin de l'année 2023. J'avais fait des histoires de Noël, là je vais faire que des histoires qui se sont passées pendant la période où on est actuellement, c'est-à-dire la période du Nouvel An. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici, AKUN-TV, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour me partager votre histoire ou simplement suivre l'actualité de ma chaîne. J'espère que vous êtes bien installés et si c'est le cas, laissez-moi vous partager notre première histoire. Dans cette première histoire, nous allons suivre le témoignage de Jessica. Jessica nous raconte qu'elle avait 13 ans, que nous étions en 1999 et que nous allions passer à l'année 2000. Comme vous le savez peut-être, ce passage à un nouveau millénaire était assez particulier. Certains pensaient qu'il y allait avoir une sorte du fin du monde, un énorme bug informatique, d'autres rien du tout. Et entre tout cela, il y avait Jessica qui, elle, restait seule chez elle le soir du Nouvel An. Pour contextualiser un petit peu les choses, elle nous explique qu'en 1996, ses parents se sont séparés. Ils ne vivaient donc plus ensemble. La mère de famille, elle, était partie de l'autre côté de l'État et au moment des faits, Jessica était chez sa mère, mais seule car sa mère avait décidé de passer le Nouvel An avec son meilleur ami, qui était devenu son compagnon, en voyage. C'est pas quelque chose qui a choqué Jessica plus que ça, elle avait l'habitude parfois de rendre visite à sa mère, elle se rendait compte une fois arrivée que sa mère avait laissé une note dans la cuisine disant qu'il y avait de quoi manger dans le frigo, mais qu'elle était partie pour faire un voyage. Elle nous dit qu'elle vit dans un quartier plutôt tranquille, un quartier qui pourrait ressembler à tous les quartiers, entouré d'arbres. Et le quartier n'est pas super grand, donc Jessica a tendance non pas à connaître les gens qui y résident par leur nom, mais elle les connaît un peu de visage. Tout le monde était plutôt sympathique, donc elle n'a jamais eu la moindre raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, au moment de l'histoire, Jessica est seule dans la maison de sa mère, un soir de Nouvel An, elle ne fait rien de spécial. Elle regarde la télévision, elle nous dit que toutes les lumières sont allumées, non pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle a 13 ans, et elle avait pour habitude de ne pas éteindre la lumière quand elle sortait d'une pièce. C'est aussi simple que ça, elle se sent en totale sérénité dans sa maison, elle est en quelque sorte dans sa petite bulle. Et alors qu'elle est en train de regarder son fameux film, Jessica entend des bruits un peu bizarres à l'extérieur de sa maison. C'est étrange, mais pas assez pour attirer son attention et faire qu'elle aille voir ce que ça peut bien être. Elle pense que c'est peut-être les voisins qui font quelque chose, en même temps nous sommes le soir du Nouvel An, donc ce ne serait pas impossible. En plus de ça, les sons qu'elle entend ne se trouvent pas vraiment devant sa porte d'entrée, on peut deviner qu'ils sont à une certaine distance, donc elle présume que c'est probablement quelqu'un parmi son voisinage qui fait une soirée. Le temps passe un petit peu, Jessica nous dit qu'elle était à peu près à la moitié de son film quand soudain, l'électricité a été coupée. Rappelez-vous, toutes les lumières de la maison étaient quasiment allumées et d'un coup, Jessica se retrouve dans la pénombre la plus complète. Elle reste assise sur le canapé quelques instants histoire de comprendre ce qui vient de se passer. Elle se dit que le courant a dû être coupé et qu'il va être remis promptement. Elle pense que c'est juste quelque chose de passager. Et alors qu'elle patiente, elle entend d'autres bruits. Des bruits au niveau de sa cuisine, là où se trouve une porte arrière. Vous pouvez accéder à son domicile, y entrer par cette fameuse porte. En entendant ce bruit, le cœur de Jessica se met à battre la chamade. Elle entend ensuite la porte arrière être refermée et là, Jessica se dit qu'il faut qu'elle fasse très attention. Parce que la porte arrière mène à la cuisine qui, elle, mène directement à la pièce à vivre, là où elle se trouve. Quelques secondes passent après avoir entendu la porte arrière être claquée. Jessica prêtait attention au son environnant, essayant de remarquer le moindre petit détail qui sortirait de l'ordinaire. Et évidemment, tendant l'oreille, elle entend absolument tous les bruits. Comme si tous les sons qu'il y avait dans la maison étaient amplifiés. Mais il y en a un en particulier qui l'a particulièrement effrayée. Ce son, c'était celui de bruit de pas. Immédiatement, sans se faire attendre, Jessica s'est précipitée sur le sol. Elle décide de se cacher sous la table basse. Elle est petite, donc elle passe, elle rampe, et pendant qu'elle se faufile un chemin jusqu'à la fameuse table basse, elle entend que les bruits de pas deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus nets, signe qui indique que la personne à l'origine de ces bruits se rapproche d'elle. Par réflexe, Jessica jette un coup d'œil en direction de ces fameux sons, et là, elle fait face
à la silhouette d'un homme. Un homme qui se tient juste entre la cuisine et la pièce à vivre. Jessica est paniquée, mais elle ne crie pas. Et heureusement, parce que sinon elle aurait été repérée. Elle est un peu cachée par les différents meubles de la pièce à vivre et la silhouette commence à faire un peu le tour de la pièce très lentement. Jessica profite d'un moment, d'une opportunité où l'homme était en train de regarder à l'opposé de là où elle se trouvait pour ramper le plus rapidement possible dans une autre pièce. Elle s'est précipitée vers la pièce qu'elle pensait être la plus sécurisée pour elle, celle qui la mettait la plus en confiance, sa chambre. Pour contextualiser un petit peu encore, Jessica explique que à l'un de ses anniversaires, elle a eu un oiseau qui est dans une cage qui se trouve dans sa chambre. Jessica arrive à aller dans sa chambre, elle ferme la porte à clé. Il n'y a pas une véritable serrure, mais il y a un petit loquet au niveau de la poignée qui permet de fermer sur le papier la porte à clé, mais si on a un couteau, on peut aisément la déverrouiller. À peine Jessica a verrouillé la porte qu'elle entend de l'autre côté de celle-ci quelqu'un frapper. Elle ne sait pas pourquoi la personne a frappé de l'autre côté de la porte. Est-ce que c'était pour lui mettre un coup de pression, lui faire peur, se moquer d'elle? Et c'est quelque chose qui, je pense vous pouvez le comprendre, panique fortement Jessica. Elle nous dit bien que cette porte ne résiste pas à la brutalité. Quand elle se fâchait avec sa mère, bien qu'elle verrouillait sa porte, sa mère pouvait quand même rentrer, il suffisait de forcer un petit peu et la porte se déverrouillait d'elle-même. Donc évidemment, Jessica se dit que cette porte ne fera pas obstacle à l'individu qui s'est introduit chez elle. Et c'est là qu'au travers du silence, elle entend un son. Et ce son, c'est un rire. L'individu qui s'était introduit chez elle riait. Et Jessica nous explique que ce rire n'était pas un rire de maniaque ou de tueur sanguinaire, mais un rire honnêtement amusé. Ce n'était pas des rires qui mettaient la chair de poule. Dans la situation, c'était le cas, mais en dehors de celle-ci, ce n'était pas du tout un rire inquiétant. Jessica regarde autour d'elle, elle essaye de trouver une solution pour se sortir de la situation dans laquelle elle se trouve, et c'est en regardant un peu autour d'elle que Jessica a remarqué que la cage de son oiseau allait parfaitement là où il y avait la porte de sa chambre, donc elle pouvait s'en servir pour se barricader. Elle a donc commencé petit à petit à décaler la cage de son oiseau, silencieusement, mais à un moment donné, l'oiseau s'est fait entendre. Et c'est là que la personne qui était de l'autre côté de la porte a compris que Jessica cherchait à se barricader. Et c'est donc là qu'elle entend que la porte est en train d'être forcée. Jessica décide de ne plus chercher à barricader celle-ci, elle décide de se cacher, elle a rampé sous son lit, et au bout d'un certain temps d'attente, qui était interminable, les sons se sont arrêtés, comme si la personne qui cherchait à défoncer la porte s'était dit qu'il allait arrêter de le faire. L'oiseau, lui, criait, il faisait énormément de bruit. Jessica était un petit peu rassurée sous son lit, bien qu'elle n'avait aucun autre endroit où aller, et elle a réfléchi à plusieurs choses qu'elle pouvait faire. Partir par la fenêtre? Possible, mais elle avait peur que quelqu'un ne l'attende de l'autre côté. En plus de ça, il y avait une certaine hauteur, donc si elle se blessait, pour elle, impossible de s'enfuir derrière. Jessica réfléchit, elle patiente encore et encore jusqu'à s'endormir. Quand elle ouvre les yeux de nouveau, le jour s'est levé. La lumière du jour fait qu'elle a un peu moins peur, mais elle se dit que peut-être que l'individu qui est rentré chez elle est toujours là. Elle prend donc la décision, maintenant qu'il fait jour, de sauter par la fenêtre et de courir chez l'un de ses voisins. Son opération est un succès. Elle arrive dehors, elle ne s'est pas blessée, elle fait le tour de la maison, et c'est en faisant le tour de la maison qu'elle se rend compte que la porte arrière est grande ouverte. Plus en confiance, maintenant qu'il fait jour, elle décide de regarder au travers de cette porte, et à l'intérieur de la maison, elle ne voit rien. Pas d'homme qui l'attendait, rien du tout. Comme si tout ce qui s'était passé la veille au soir n'était jamais arrivé. Jessica rentre dans la maison, chose qu'elle avoue, aujourd'hui avec le recul, ne pas être la chose la plus intelligente du monde, car l'individu pourrait être toujours là. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle a fait, et il n'y avait personne. Jessica a arpenté toutes les pièces, minutieusement, et elle ne remarque rien de spécial. C'est en allant refermer la porte arrière qu'elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que le boîtier du disjoncteur était ouvert. L'interrupteur qui gérait l'alimentation principale était baissé, donc Jessica l'a relevé, et ensuite elle a téléphoné à sa mère. Sa mère a prévenu une de ses collègues qui est venue assister Jessica, la rassurer, et c'est tout. C'est là que son histoire se termine. Après ces événements, la mère de Jessica, ayant peur pour sa fille, l'emmenait avec elle dès qu'elle partait en voyage. Elle ne sait pas qui était l'individu qui s'est infiltré chez elle. Visiblement pas un cambrioleur parce qu'aucun objet n'a été dérobé. L'homme est juste rentré dans la maison et c'est tout. Quelles étaient ses réelles intentions? On ne le sait pas. Évidemment, il y a plusieurs théories. Un visiteur, peut-être ivre,
quelqu'un qui avait des intentions bien plus malsaines? On ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, à la suite de ces événements, au bout d'un an, la mère a déménagé. Et ces événements ont créé un traumatisme chez Jessica, car elle a aujourd'hui des chats, et dès qu'elle entend ces chats s'affoler pour une raison qu'elle ignore, elle décide d'enquêter immédiatement sur l'origine de cet affolement. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre le témoignage de Mathieu. Mathieu nous explique que son témoignage de Nouvel An se passe dans une situation assez particulière. Nous sommes en plein confinement. Confinement très strict à Londres. Impossible de sortir de chez soi, ou sinon à de très rares occasions, c'est-à-dire acheter des produits de première nécessité. On ne peut que se balader vraiment très proche de son domicile. Vous avez compris de quoi je voulais parler, vous l'avez probablement vécu. Sauf que, peut-être que ça aussi vous l'avez vécu, au bout d'un moment, à force d'être enfermé, on a un point de rupture. Mathieu, c'est ce qu'il a eu, sachant qu'il vivait dans un petit studio. Donc, le soir du Nouvel An, à 22 h, Mathieu n'en pouvait plus. Il a décidé de prendre un peu l'air, chose qui lui était autorisée. Il avait un parc pas très loin de chez lui, donc il s'est dit qu'il allait faire un petit tour dans ce coin-là, rapidement, histoire de prendre l'air. Son objectif était simple, sortir, à peu près 40 minutes, s'arrêter dans une épicerie, acheter une petite bouteille de vin pour fêter quand même la nouvelle année, et ensuite rentrer à la maison. Donc Mathieu sort, masque fermement fixé sur son visage, et il commence donc sa marche. Mathieu pensait qu'étant un soir de Nouvel An, il y aurait quelques personnes dehors, sauf qu'à sa grande surprise, ce n'était pas le cas. Les rues étaient totalement vides. Il y avait un silence de mort, il faisait très froid, donc Mathieu se dit qu'il va presser un peu le pas, mais il profite de sa balade. Il fait quelques petits détours, et c'est là qu'il dit qu'il a fait une grosse erreur. Alors qu'il était en train d'arpenter des rues pendant son détour, il a remarqué une camionnette qui roulait normalement faire demi-tour et qui s'est approchée de lui. Et au fur et à mesure que le véhicule s'approchait, il le ralentissait. Finalement, la camionnette s'est arrêtée au niveau de Mathieu. C'est là qu'il a vu qu'à l'intérieur il y avait deux hommes. Deux hommes qui semblaient avoir entre 25 et 40 ans. Une assez grosse fourchette. Un des hommes a baissé sa fenêtre et a dit « Salut mon ami, nous sommes perdus, pouvez-vous me dire où se trouve tel endroit ?» Alors, déjà à l'accent, Mathieu sait que ces personnes-là ne sont pas des personnes anglaises. Mais au-delà de ça, c'est toute la situation qui a déclenché un énorme red flag dans la tête de Mathieu. Il se dit mais quel est le sens qu'une camionnette à cette heure-ci, ce jour-là, en pleine période de confinement, se rende à cette station, à cette gare. Donc Mathieu décide de reculer de quelques pas et il indique la direction à prendre. Et c'est là que l'individu qui lui a posé la question répond qu'il n'a pas compris ce que Mathieu a dit et il lui dit donc, sur un ton très calme, « Je pense qu'il vaudrait mieux que vous nous montriez. » Et à la fin de cette phrase, il ouvre la portière latérale de la camionnette. Clairement, il invite Mathieu à rentrer dans le véhicule. Et la surprise, à l'arrière se trouvaient encore deux autres hommes. Mathieu comprend qu'il fait face à un traquenard, donc il se retourne et il court le plus rapidement possible en empruntant la rue d'où il venait. Et dès qu'il a entamé sa course, il entend quelqu'un dans la camionnette dire « Vite, ferme la porte, je le suis ». Mathieu, à ce moment-là, il a un avantage. C'est qu'il a pris une petite longueur d'avance, il a pris les individus de la camionnette au dépourvu, et lui, il connaît son quartier. Donc il pense pouvoir les semer. Mathieu court aussi vite qu'il le peut jusqu'à arriver dans une rue où là il y a plusieurs maisons qui sont un peu cachées par des haies. Les maisons ne sont pas éclairées, donc Mathieu se dit qu'il va se cacher dans le petit jardin de l'une d'entre elles. C'est ce qu'il fait et à sa grande chance, aucune des maisons n'est équipée de lumière à détecteur de mouvement, donc il peut rester dans la pénombre. Il arrive à observer la route au travers des haies sans pour autant être visible et il a entendu peu de temps après s'être caché, des bruits de pas. Mathieu a observé la scène, il a vu les hommes de la camionnette le chercher, regarder autour d'eux. Et après cela, il a entendu un bruit de véhicule. Mathieu s'est dit que c'était les complices qui rejoignaient certains qui étaient partis à pied, mais fort heureusement pour lui, ce n'était pas le cas. C'était juste une voiture qui passait par là. Donc la personne qui était à pied, qui l'avait poursuivi, a regardé son téléphone et fait comme si de rien n'était. Et a appris que la voiture soit passée. L'homme est reparti. Mathieu a patienté pendant 10 minutes, derrière une haie. Et au bout de ces 10 minutes, Mathieu s'est dit qu'il était temps pour lui de rentrer à la maison. Donc c'est ce qu'il a fait, avec précaution, marchant rapidement, en longeant les murs, se cachant dans les ombres, prêtant attention au moindre bruit qu'il pouvait y avoir, et il a réussi à rentrer chez lui en sécurité. Il était profondément choqué par ce qu'il avait vécu. Il essayait de comprendre ce qui s'était passé, il s'est servi un café, il a posé son téléphone sur la table devant lui, et il s'est posé la question de « est-ce que je dois appeler la police ou pas ?» Parce que si je les appelle, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai failli être kidnappé par une camionnette dont je ne sais rien, c'est trop peu d'informations pour qu'ils puissent faire quelque chose. La police est d'ailleurs probablement débordée avec le nouvel an,
Donc finalement, Mathieu décide de ne pas appeler les autorités. Il est resté très calme cette nuit-là. Il a patienté que minuit sonne. Il s'est dit qu'il irait chercher une bouteille de vin rouge pour enterrer l'année à une heure plus convenable selon lui, une heure où il ne sera pas dans l'obscurité de la nuit. Nous allons maintenant voir le témoignage de Julia. Julia nous explique qu'elle a toujours été plutôt fan de tout ce qui est histoire d'horreur et donc elle a commencé à développer une personnalité assez imaginative et paranoïaque. Alors qu'elle était âgée de 19 ans. Elle rentrait chez elle après avoir regardé le feu d'artifice du Nouvel An. Il était aux alentours des 3 h du matin quand elle est arrivée dans son quartier, un quartier sûr, résidentiel, où il n'y a jamais rien, un quartier plutôt aisé, autour de Sydney en Australie. De base, les amis de Julia voulaient appeler un taxi, mais elle, assez têtue, voulait rentrer à pied et profiter un petit peu de la fraîcheur de la nuit. Elle était avec 2 amis. 2 hommes, Aiden et Rohan. Aiden lui n'était pas très content de faire le long trajet à pied. Rohan lui se disait faut le faire, ça sert à rien de se plaindre. Julia, elle, était plutôt heureuse de marcher un peu de nuit. C'est en arrivant vers la rue de Julia que là le groupe s'est séparé. Les garçons, eux, sont partis de leur côté pour rentrer chez eux et Julia, elle, a commencé à entamer le bout de trajet qui lui restait pour rentrer à son domicile. Alors qu'elle passait devant une petite pâtisserie, elle a remarqué un homme de l'autre côté de la rue. Julia, elle, ne l'a regardé que brièvement, mais ce regard fugace lui a quand même permis de voir que l'individu en face l'avait remarqué et qu'il la regardait avec un certain intérêt. Julia décide de presser le pas. Rappelez-vous, elle est fan d'histoire d'horreur, donc ce genre de situation, elle en a vu pas mal. Elle tourne dans sa rue, qui est une rue très peu éclairée, et après avoir marché un petit peu dans sa rue, elle décide de jeter un coup d'œil derrière elle, juste au cas où, et il n'y a rien. Ça ne rassure pas Julia tant que ça, elle est toujours un peu mal à l'aise, donc elle continue de presser le pas, et à un moment donné, alors elle ne sait pas ce que c'est, mais il y a sur le trottoir devant elle quelque chose qu'elle évite, de justesse. Pour vous donner un exemple précis, que vous visualisiez un petit peu la chose, imaginez que vous marchez et que au dernier moment vous voyez une crotte de chien, vous faites un mouvement pour l'éviter. C'est ce que Julia a fait concrètement. Elle ne sait pas ce qu'elle a évité, peut-être un animal mort, mais en tout cas, en faisant ce geste, elle a regardé aussi derrière elle. Et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait quelqu'un. Pas trop loin, mais pas trop proche non plus. Elle continue encore un peu de marcher, elle regarde rapidement derrière elle, et là elle se rend compte qu'en fait il n'y a pas une personne, mais plusieurs. Son cœur bat rapidement, elle commence à paniquer, il est tard, il n'y a personne dans la rue. Et rappelez-vous, quelques minutes avant, quand Julia avait déjà jeté un coup d'œil, elle n'avait vu personne. Donc ces individus l'ont vue et se sont rapprochés d'elle très rapidement. Donc tout cela fait que Julia ne sent pas du tout la situation. Elle ne sait pas dire si c'est un homme, une femme, elle voit juste une silhouette sombre. Et donc, prise de peur, elle sort son téléphone et décide d'appeler l'un des amis avec qui elle était un peu plus tôt. Elle appelle Aiden. Sauf que, impossible de l'avoir. Elle décide d'appeler l'autre ami, Rohan, et encore une fois, impossible de l'avoir en ligne. Elle devient de plus en plus anxieuse, elle a peur de regarder derrière elle et de voir que les silhouettes sont encore plus proches d'elle que par le passé. Et finalement, Julia arrive à son allée. Là, elle retrouve un peu son souffle, elle se sent un peu plus en sécurité, elle connaît l'endroit, mais une fois qu'elle était à la moitié de son allée, elle a regardé de nouveau derrière elle et elle a revu une silhouette. Et là, elle va se dire une chose qui pourrait être une chose cohérente. Elle se dit que c'est peut-être son frère, Jonathan, qui rentre également au même moment. Pourquoi quelqu'un monterait la même allée qu'elle, si ce n'est quelqu'un qui vit dans le même domicile qu'elle? Étant dans sa zone de sécurité, dans son allée avec sa maison qui est juste à côté, Julia est un peu moins apeurée, donc elle ralentit un peu le pas pour analyser un peu plus cette silhouette. Et en analysant un petit peu plus la personne qui se trouve derrière elle, elle se rend compte que, d'un point de vue physique, la personne ne correspond pas à son frère. Donc Julia represse le pas, elle n'avait pas ses clés donc elle a frappé frénétiquement à la porte d'entrée. Et heureusement sa belle-mère était réveillée et lui a ouvert très rapidement. Julia ne sait toujours pas qui était cette silhouette, elle se dit que c'est peut-être le fameux Jonathan mais qu'avec la nuit elle ne l'a pas reconnu. Peut-être que c'était son frère, donc à sa belle-mère elle dit « laisse la lumière de dehors allumée, peut-être que Jonathan va revenir ». Sauf que sa belle-mère va lui dire que son frère est revenu 2 heures avant elle. C'est là que la pensée que cet individu était peut-être son frère s'éloigne définitivement. Julia n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si elle avait cru que c'était son frère et qu'elle avait patienté dans l'allée et que du coup la silhouette aurait réussi à atteindre son niveau. Elle pense que peut-être elle aurait été agressée, ce qui est possible, on ne sait pas quelles sont les intentions de l'individu, mais ça ne s'arrête pas là. La pression retombait, elle avait passé une bonne soirée du Nouvel An, etc. Donc elle s'est dit qu'elle allait se détendre en prenant une bonne douche. Donc elle va à la douche, elle allume la lumière, elle commence à se détendre et il faut savoir que dans sa salle de bain, il y a une petite fenêtre qui donne
sur l'extérieur. Une fenêtre qui n'est pas claire, une fenêtre un peu trouble, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une fenêtre pour garder de l'intimité, ne pas avoir de vis-à-vis, mais sans pour autant masquer la lumière du jour. Donc Julia se prélasse tranquillement et c'est là qu'elle entend comme un bruit de claquement. Un bruit tellement fort que ça dépasse le volume de la douche qui coule au-dessus de sa tête. Donc Julia ferme le robinet de la douche, elle fait un petit coup d'œil au travers de la porte et elle se rend compte que sur la fenêtre, il y a deux ombres de mains. Julia comprend tout de suite quelque chose. La personne qui l'a suivie jusqu'à chez elle et a réussi en quelque sorte à la retrouver alors qu'elle était dans le domicile, à savoir qu'elle prenait sa douche. Donc Julia a décidé de prendre une serviette rapidement et de se cacher sous la fenêtre. Elle a ensuite rampé jusqu'à la chambre de ses parents et elle leur a dit que quelqu'un l'avait suivie et que cette personne se trouvait autour de la maison. Le père de famille, qui était quelqu'un de très protecteur, sans se faire prier, s'est levé, a enfilé des chaussures et a commencé à faire le tour de la maison. Sauf que le temps que Julia aille prévenir ses parents que le père s'habille un peu et qu'il aille dehors, l'individu qui avait suivi Julia était parti. Il n'a pas été retrouvé, personne ne sait dire ce qu'il voulait, mais toute cette histoire a fait que Julia a retenu une leçon. Cette leçon, c'est de ne pas rentrer seule le soir, à pied, quand on est une femme malheureusement. Elle ajoute qu'il suffit d'un instant pour se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et que tout cela finisse très mal. Nous allons maintenant voir le témoignage de Lisa. Lisa nous dit qu'elle avait 13 ans et qu'elle logeait chez des amis pour le soir du Nouvel An. L'amie qui l'hébergeait vivait dans une ferme, donc un endroit plutôt isolé. Elle était avec son amie sur un lit en train de parler quand Lisa remarquait le chien de cette dite amie courir dans l'obscurité dehors. Il aboyait. Et dans un premier temps, Lisa se disait que le chien aboyait uniquement parce qu'il avait vu peut-être un renard ou un animal. Donc d'abord pas d'affolement, mais ensuite Lisa a vu le chien revenir et grogner. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi vu pourquoi le chien grognait. Il y avait une femme qui essayait de le frapper et de lui donner des coups de pied. Immédiatement, Lisa a informé son amie et son amie pensait qu'elle plaisantait. Mais c'est en se retournant qu'elle a vu que Lisa disait bien la vérité. Elle a couru vers son père pour lui en parler. Le père s'est précipité dans sa chambre et en est ressorti avec un fusil de chasse. Avec la mère de famille, le père est sorti, on était après minuit, donc forcément c'était quelque chose d'assez anormal de voir une femme essayer de frapper son chien de nuit comme ça. Et finalement, pas de meurtre au fusil de chasse, la mère de famille a fait rentrer la fameuse femme dans la maison et lui a offert un verre d'eau. Elle a dit qu'elle allait appeler la police et la femme qui voulait frapper le chien disait qu'il ne fallait pas appeler la police et qu'en fait, elle s'était disputée avec son petit ami au niveau d'une rue un peu plus loin et que en fait la dispute est allée au-delà des mots, c'était devenu une dispute physique. Le père de famille a voulu aller voir si le petit ami était toujours dans le coin. La femme voulait partir avec le père de famille, mais le père a dit « Non, tu restes là, je vais juste voir s'il est là-bas ». Le père de famille est donc parti et il a raconté que sur la fameuse route, il a aperçu une voiture. Il s'en est rapproché, la voiture était arrêtée comme si elle était inoccupée et c'est quand les phares ont éclairé des buissons aux alentours que le père de famille a vu un homme qui essayait tant bien que mal de se cacher. Immédiatement, le père de famille a fait demi-tour et il a appelé la police. Pour le moment, tout le monde pense que la femme qui s'est faite remarquer en essayant de frapper le chien était une victime. Et alors que tout le monde attendait la police, la femme s'est levée, elle a dit que tout allait bien se passer et qu'elle allait partir. Finalement, la femme n'a pas pu être retenue et la police est arrivée. Toute une déclaration a été déposée auprès des officiers de police et c'est là que la police a fait des révélations étonnantes. La police va avouer qu'il y a plusieurs signalements en fait d'un couple qui mettait en scène un stratagème pour tout simplement voler des voitures. Le but en fait c'était que la femme qui frappait le chien parte avec le père de famille en voiture et qu'elle fasse on ne sait quoi une fois arrivé au niveau de là où il y avait le fameux petit ami qui attendait pour voler sa voiture. C'est aussi simple que ça, mais cette simplicité n'a d'égal que son côté effrayant. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 4 histoires que je vous ai racontées qui se passent pendant la période du Nouvel An. J'espère que ce sont des histoires qui vous ont plu. J'espère que vous, en tout cas, pour ce Nouvel An, il ne vous est rien arrivé. J'espère que vous avez passé une très belle soirée. Je le répète, je vous souhaite une très belle année à vous. Pour nous, ce sera une année, j'espère, riche en horreur, riche en mystère, riche en sujets qui nous fascinent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me rejoindre sur Instagram avec un TV que je vous affiche juste ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, j'espère que vous allez réussir à
atteindre vos objectifs, que vous allez avoir une bonne santé, que vous allez tout simplement être heureux. Merci de me suivre, j'espère que vous serez tout aussi fidèle en 2024. En tout cas, moi je vais continuer les vidéos et je vais toujours prendre un plaisir à vous les partager. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!